29 novembre 1992. Gibsonton, Floride. Un mobil-home miteux baigne dans la lueur froide des projecteurs de la police, projetant de longues ombres sur ce coin oublié de l'Amérique où les artistes de cirque viennent prendre leur retraite. À l'intérieur, la télévision projette une lueur bleue vacillante sur les murs lambrissés. Un fauteuil roulant est vide, à côté d'un fauteuil inclinable usé. Dans ce fauteuil, affalé comme une marionnette abandonnée, se trouve Grady Stiles Jr. 2 impacts de balles lui transpercent l'arrière du crâne. Le sang forme une flaque sur la moquette élimée sous ses mains grotesquement déformées. Des mains qui lui ont valu la célébrité en tant que l'homme homard. Des mains qui sont devenues des instruments de terreur pendant 30 ans. Les radios de la police grésillent dans l'air humide de la nuit. Les voisins regardent à travers les stores vénitiens, leurs visages des masques de curiosité plutôt que de chagrin. Les voitures des enquêteurs bordent la rue étroite, leurs gyrophares rouges et bleus peignant la mousse espagnole de couleur de carnaval. Le fourgon du médecin légiste tourne au ralenti à proximité, attendant de recueillir ce qui reste d'un homme qui a régné par la peur, qui a utilisé son handicap à la fois comme bouclier et comme épée. Pendant décennies, ses doigts tordus avaient enserré sa famille comme dans un étau. Cette nuit-là, cette emprise a finalement été brisée. L'homme qu'ils appelaient l'homme homard était enfin mort, mais personne à Gibsonton ne le pleurait. Voici l'histoire vraie et dérangeante du tueur le plus monstrueux de l'histoire américaine. Pittsburgh, 1947. Grady Stiles Jr. Âgé de 7 ans, se tient dans les coulisses d'un cirque itinérant, fixant son reflet dans un miroir fissuré. Ses mains sont fusionnées en appendices semblables à des pinces, 2 doigts de chaque main joints par une cruelle torsion de la génétique appelée ectrodactylie. Cette condition est une sorte de malédiction dans sa famille, transmise de génération en génération par les hommes Stiles qui ont transformé leur difformité en spectacle. Son père, Grady Sr., pose une main burinée sur l'épaule du garçon. « N'oublie pas, mon fils, il ne se moque pas de toi. Il paye pour te voir. » Le père Stiles travaille sur le circuit des foires aux monstres depuis des décennies, enseignant à son garçon que les foules ébahies, les doigts pointés, les commentaires chuchotés, tout cela n'est qu'une affaire de business. « Tu es spécial, Grady. Dieu t'a fait ainsi pour une raison. » Sous le chapiteau, la sueur tourbillonne dans des puits de lumière du soleil de l'après-midi. La foule se presse contre la corde de velours, s'efforçant de voir le garçon aux pinces de homard. Le jeune Grady apprend à fléchir ses doigts déformés, à les faire paraître encore plus monstrueux pour l'effet. Les halètements, les rires nerveux, les pièces tombant dans le seau de collecte, tout cela devient enivrant. Pourtant, la vie de cirque engendre plus que l'émerveillement. Elle nourrit la cruauté, l'exploitation et une compréhension déformée du pouvoir. Même enfant, Grady commence à remarquer comment la peur se mêle à la fascination dans les yeux des gens. Il apprend qu'être différent ne vous rend pas seulement spécial, cela vous rend dangereux. Les mêmes foules qui paient pour le voir reculent également lorsqu'il tend la main vers elles. Sa difformité devient sa première arme et il a à peine l'âge de nouer ses lacets. Dans les années 1960, Grady Stiles Jr. est passé d'un spectacle curieux à quelque chose de bien plus sinistre. Confiné à un fauteuil roulant en raison de ses jambes sous-développées, le haut de son corps est devenu puissant après des années à se frayer un chemin dans la vie à la seule force de ses bras. Ses épaules sont larges, sa poigne écrasante. Ce qui a commencé comme une performance de cirque a évolué en guerre psychologique. L'alcool devient son compagnon constant, le carburant d'une rage qui couve juste sous la surface. Dans son mobil-home de Gibsonton, une communauté où les artistes de cirque à la retraite s'installent pour vivre parmi les leurs, Grady dirige sa maisonnée comme un tyran médiéval. Sa femme Teresa marche sur des œufs, ne sachant jamais quand son humeur passera d'un silence maussade à une violence explosive. Ses enfants apprennent à se disperser lorsqu'ils entendent le grincement distinctif des roues de son fauteuil roulant approcher. Les pinces de homard qui ravissaient autrefois le public inspirent maintenant la terreur à sa propre famille. Ses mains puissantes et déformées peuvent serrer avec une force impossible, laissant des ecchymoses qui durent des semaines.
Quand Grady boit, ce qui arrive la plupart des soirs, ses doigts tordus deviennent des instruments de punition pour des offenses imaginaires, pour l'avoir mal regardé, pour avoir respiré trop fort en sa présence. 23 octobre 1978. La veille de ce qui aurait dû être un mariage joyeux se transforme en une scène de violence impensable. Jack Lane, à peine âgé de 18 ans, se tient sur le porche du mobil-home de Grady, des fleurs à la main et vêtu de son plus beau costume. Il est venu chercher sa fiancée, Donna Stiles, pour leur dîner de répétition. Au lieu de cela, il se retrouve face au canon d'un fusil de chasse tenu dans la poigne tordue de son futur beau-père. « Tu n'épouseras pas ma fille », grogne Grady, la voix pâteuse de bourbon et de rage. Le mariage est prévu depuis des mois, mais Grady a décidé qu'il ne perdra pas le contrôle sur un autre membre de sa famille. Dans sa logique tordue, Donna lui appartient, et aucun homme ne prendra ce qui est à lui. Jack a à peine le temps de lever les mains en signe de reddition avant que Grady n'appuie sur la gâchette. La détonation résonne dans le parc de Mobile Homes, faisant s'envoler les oiseaux des chênes. Jack Lane s'effondre sur le sol, son sang s'infiltrant dans le sable et les coquillages qui servent d'allée au parc. Quand la police arrive, Grady ne montre aucun remords. « Je l'ai tué », dit-il aux officiers d'un ton neutre, comme s'il discutait de la météo. « Il essayait d'emmener ma fille. » Lors de son procès, la salle d'audience se remplit de gens du cirque, une mer de visages tatoués et de regards entendus. Grady est reconnu coupable de meurtre au 3e degré, risquant 15 ans de prison. Puis vient le rebondissement qui définit le reste de son histoire. Le juge décide que les graves handicaps physiques de Grady rendent l'incarcération impossible. Au lieu des barreaux de fer, il est assigné à résidence. Le système qui aurait dû l'arrêter lui a plutôt appris la leçon la plus dangereuse de sa vie, qu'il est vraiment intouchable. L'assignation à résidence devient la transformation finale de Grady de prédateur à super prédateur. Libre de se déplacer dans son mobil-home, libre de continuer à terroriser sa famille, il sort du procès avec une nouvelle confiance glaçante. Il commence à se vanter auprès de quiconque veut bien l'entendre qu'il a découvert le crime parfait. « Je que tuer qui je veux et mentirai. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mettre un monstre comme moi en prison? Sa femme Teresa voit la cruauté de son mari évoluer en quelque chose de systématique et calculé. Le fauteuil roulant qui semblait autrefois un désavantage devient maintenant son trône, positionné stratégiquement pour surveiller chaque recoin de leur maison exiguë. Ses pinces de homard, renforcées par des années à supporter le poids de son corps, peuvent broyer des os avec une facilité déconcertante. Les enfants de Grady, certains sont ses enfants biologiques, d'autres issus des relations précédentes de Teresa, deviennent prisonniers dans leur propre maison. Ils apprennent à communiquer en chuchotant, à se déplacer comme des fantômes dans les couloirs, à disparaître lorsqu'ils entendent le volume de la télévision baisser soudainement, le signal de Grady qu'il est à l'écoute du moindre signe de désobéissance. La communauté du cirque sait ce qui se passe derrière les murs fins de la caravane des styles, mais elle fonctionne selon son propre code. On n'appelle pas la police pour dénoncer l'un des siens, on gère les problèmes en interne. Pourtant, même parmi les forains endurcis qui ont vu toutes les formes de cruauté humaine, le règne de terreur de Grady se distingue comme particulièrement vicieux. Au début des années 1990, Teresa Stiles a atteint son point de rupture. 30 ans de mariage avec Grady ont fait d'elle l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Ses bras portent les marques permanentes de sa poigne, son esprit écrasé par des décennies de torture psychologique. Elle sait qu'appeler la police est inutile, ils ont déjà essayé, et le handicap de Grady devient toujours son bouclier. Des conversations désespérées commencent dans les coins feutrés des parcs de Mobile Homes et des bars miteux de Gypston. Teresa contacte Chris Wyant, un voisin qui a été témoin direct de la violence de Grady. Wyant, lui-même un produit du dur système de justice du monde du cirque, comprend que certains problèmes ne peuvent être résolus que de manière permanente. Le plan qui émerge est né du désespoir plutôt que de la cupidité. Personne ne héritera d'une fortune à la mort de Grady. Il n'y a pas de fortune. Son seul héritage est la peur, et c'est un héritage que personne ne veut réclamer. Le fils de Teresa, issu de son premier mariage, Harry Glenn Newman Jr., devient le troisième conspirateur.
À 19 ans, il a déjà vécu plus de violence que la plupart des gens n'en voient dans toute une vie. Il a vu son beau-père brutaliser sa mère, terroriser ses frères et sœurs et se moquer de l'idée même que quelqu'un puisse l'arrêter. L'arme du crime, un pistolet de calibre 32, change de main comme un secret dans cette communauté très unie où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, mais où personne ne parle de ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Le monde du cirque a toujours existé en marge de la société polie et Gibsonton incarne ce statut d'outsider plus que n'importe où ailleurs. La police traite les appels au parc de Mobile Homes avec un mélange de réticence et de résignation. Ils connaissent la réputation de Grady, son passé de violence, mais ils connaissent aussi la futilité d'essayer de poursuivre un homme dont le fauteuil roulant devient son armure juridique. Les médias locaux s'intéressent occasionnellement à l'histoire de l'homme homard meurtrier, mais leur couverture tend vers le sensationnalisme plutôt que l'enquête. Grady devient une curiosité, une figure sombrement fascinante dont le handicap le fait paraître plus tragique que menaçant aux yeux des étrangers qui n'ont jamais senti la poigne de ses mains tordues. Des émissions de télévision sur des personnes inhabituelles présentent parfois Grady, le dépeignant comme un artiste incompris luttant avec le fardeau de sa difformité. Ces reportages ne mentionnent jamais les ecchymoses sur les bras de sa femme, la terreur dans les yeux de ses enfants ou le jeune homme mort sur son seuil. Le décalage entre la perception publique et la réalité privée crée une bulle d'impunité autour de Grady. Pour le monde extérieur, c'est un homme handicapé méritant la sympathie. Pour sa famille, c'est un monstre qui a appris à utiliser cette sympathie comme une arme. Au sein de la communauté repliée sur elle-même de Gibsonton, les chuchotements s'intensifient au fil des ans. Tout le monde connaît quelqu'un qui a subi la colère de Grady. Tout le monde a entendu les cris provenant de sa caravane le samedi soir, lorsque le Bourbon coule à flot et que sa rage atteint son paroxysme. 30 novembre 1992. Le matin après le meurtre, la police arrête Teresa Stiles alors qu'elle est assise dans sa cuisine, buvant machinalement du café dans une tasse ébréchée. Ses mains tremblent, non pas de culpabilité, mais de l'étrange sensation de sécurité qu'elle n'a pas ressentie depuis des décennies. Pour la première fois en 30 ans, elle sait que Grady ne rentrera pas à la maison. Chris Wyant est placé en garde à vue dans sa propre caravane, à seulement 3 emplacements de la scène du meurtre. Il n'offre aucune résistance, aucune protestation d'innocence. Sa confession est simple et directe. Oui, il a tué Grady Stiles. Non, il ne le regrette pas. Harry Glenn Newman Jr., le fils de Teresa, complète le triangle des conspirateurs. À 19 ans, il affiche déjà le regard vide de quelqu'un qui a vu trop de violence trop jeune. Dans les salles d'interrogatoire du bureau du shérif du comté de Hillsborough, 3 versions différentes de la même histoire émergent. Les détails varient, mais la vérité centrale reste constante. Grady Stiles était un monstre qu'il fallait arrêter, et la loi s'était avérée incapable de l'arrêter. La déposition de Teresa remplit page après page d'incidents d'abus s'étalant sur 3 décennies. Des os brisés, des agressions sexuelles, des menaces de mort proférées avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui discute des plans pour le dîner. Les inspecteurs qui prennent sa déposition se retrouvent dépassés par la nature systématique de la violence de Grady. Le procès qui s'ensuit porte moins sur la culpabilité ou l'innocence que sur les limites de l'endurance humaine. Les avocats de la défense dépeignent une famille poussée au-delà de tous les points de rupture raisonnables, vivant sous la tyrannie d'un homme qui avait appris à déjouer le système judiciaire. Les procureurs soutiennent que le meurtre n'est jamais justifié, quelle que soit la provocation. Pourtant, même eux semblent mal à l'aise avec le zèle habituellement requis pour leur position. Les preuves des crimes de Grady remplissent des boîtes, des rapports de police qui n'ont mené nulle part, des dossiers hospitaliers documentant des blessures suspectes, des témoignages qui brossaient un tableau cohérent de terreur systématique. Chris Wyant, le tireur, est condamné à 27 ans pour meurtre au 2e degré. Son absence de remords pendant le procès devient presque philosophique. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a tué Grady Stiles, la réponse de Wyant est simple. Quelqu'un devait le faire. Teresa est condamnée à 12 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, mais ne purge que 2 ans avant d'être libérée. Le juge reconnaît qu'elle avait été soumise à un schéma de violence physique et mentale tout au long de sa vie qui justifiait une considération exceptionnelle.
Harry Glenn Newman Jr. reçoit une peine qui reflète sa jeunesse et les circonstances qui l'ont façonné, le tribunal reconnaissant que sa participation était née du désespoir plutôt que de la malveillance. Les verdicts ne satisfont personne complètement, mais ils reflètent la compréhension collective d'une communauté selon laquelle certains monstres ne peuvent être arrêtés qu'en devenant soi-même un monstre. En fin de compte, Grady Stiles Jr. laisse derrière lui un héritage aussi complexe que les mains déformées qui ont défini sa vie. Né dans un monde qui a fait de lui un spectacle, il a appris à transformer la curiosité en peur, la différence en domination, la sympathie en un bouclier pour une cruauté indicible. Le cirque qui lui a donné la gloire lui a aussi donné les outils de sa tyrannie. Dans une communauté qui prisait l'insolite, qui célébrait le grotesque, qui transformait la bizarrerie humaine en divertissement, Grady a trouvé le camouflage parfait pour un prédateur. Ces pinces de homard sont devenues des accessoires dans une performance qui a duré des décennies, cachant la violence bien réelle derrière le grotesque théâtral. Le mobil-home de Gibsonton est maintenant vide, un témoignage de la mince ligne entre victime et bourreau, entre l'extraordinaire et le monstrueux. Le cirque continue sa route comme il le fait toujours, ne laissant derrière lui que des souvenirs et quelques coupures de journaux pour marquer le passage de son fils le plus tristement célèbre. Ceux qui ont connu Grady Stiles, qui ont vécu dans son ombre, qui ont senti la poigne écrasante de ses mains tordues, comprennent une vérité que le monde extérieur peine à accepter. Parfois, la seule façon d'arrêter un monstre est d'en devenir un soi-même, ne serait-ce que pour un unique et nécessaire instant. En fin de compte, le plus grand numéro de l'Homme Homard n'a pas eu lieu sous les projecteurs, suscitant les halètements des clients payants. Ce fut le salut final, écrit dans le sang par ceux qui ne pouvaient plus supporter son emprise, qui ont choisi de tout risquer pour l'idée simple et révolutionnaire qu'il méritait de vivre sans peur.